En mars 1982, Mandela est transféré, en compagnie des principaux dirigeants de l'ANC, à la prison de Pollsmoor, dans la banlieue du Cap, avec des conditions de vie moins rudes. S'il a été envisagé un moment que ce transfert avait été réalisé afin d'éloigner ces dirigeants de la nouvelle génération de Noirs emprisonnés à Robben Island, surnommé le Université Mandela, le ministre de la Justice Kobie Coetsee a dit au contraire que ce transfert avait été accompli afin de pouvoir établir un contact discret entre eux et le gouvernement sud-africain. Pendant les années 1980, le MK relance la guérilla, occasionnant la mort de dizaines de personnes, tentative de sabotage de la centrale nucléaire de Koeberg, pose de mines antipersonnelles dans le Northern et Eastern Transvaal, tuant une vingtaine de personnes, dont des enfants à Chatsworth, dans le district de Messina, attentat à la bombe à Pretoria tuant 19 personnes, dans un centre commercial à Amanzimtoti, tuant 5 personnes, dont 3 enfants, ou encore dans un bar de Durban. Dans l'autre camp, un escadron de la mort comme la Vlak Place, créé pour éliminer les opposants au gouvernement de l'apartheid, commet plus d'une centaine de crimes, incluant meurtre, torture et fraude. Un autre escadron de la mort comme le Civil Cooperation Bureau étend ses opérations jusqu'en Europe et assassine des militants de l'ANC, dont Dulcie September en France en 1988. En février 1985, le président Pieter Willem Botha offre à Nelson Mandela, contre l'avis de ses ministres, la liberté conditionnelle en échange d'un renoncement à la lutte armée. Quelle liberté m'est offerte alors que l'organisation du peuple demeure interdite? Seuls les hommes libres peuvent négocier. Un prisonnier ne peut pas faire de contrat. La même année, Botha abolit les lois sur les laissez-passer et les mariages mixtes. Mais cela est considéré comme trop timide par Nelson Mandela, qui réclame toujours avec l'ANC clandestin un homme, une voix. La première rencontre entre Nelson Mandela et le gouvernement a lieu en novembre 1985. Le ministre de la Justice, Kobie Coetsee, rencontre Mandela à l'hôpital Volks au Cap, où il est opéré de la prostate. Au cours des 4 années suivantes, une série de rencontres pose les bases pour de futures négociations, mais aucun progrès réel n'est réalisé. Sa dernière prison en 1986 est une villa avec piscine dans le périmètre de la prison Victor Verster de Paarl, à une 60aine de kilomètres du centre-ville du Cap, où il lui est accordé le droit de recevoir toutes les visites qu'il désire. Pendant toute la durée de l'emprisonnement de Nelson Mandela, la pression locale et internationale sur le gouvernement sud-africain se fait toujours plus forte. En 1985, il est le premier lauréat du prix Ludovic Trarieux pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Comme il est en captivité, c'est sa fille qui reçoit le prix en son nom. Le 11 juin 1988 a lieu le concert hommage des 70 ans de Nelson Mandela à Wembley, regardé par 600 millions de téléspectateurs dans 67 pays, qui expose au monde entier la captivité de Mandela et l'oppression de l'apartheid, et qui, selon l'ANC, force le régime sud-africain à libérer Mandela plus tôt que prévu. En 1989, alors que l'état d'urgence règne depuis 4 ans, Nelson Mandela écrit à Pieter Botha, et tout en précisant que la question de sa libération n'en est pas une, face au spectre d'une Afrique du Sud coupée en 2 camps hostiles se massacrant mutuellement, il veut faire négocier les 2 principales organisations du pays, le gouvernement et l'ANC. Il détermine les principaux points à traiter. Premièrement, la revendication de la règle de la majorité dans un État unitaire. Deuxièmement, les inquiétudes de l'Afrique du Sud blanche face à cette demande. Ils ont un entretien le 5 juillet 1989 dans la résidence de Botha. Cette même année, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, Botha est remplacé par Frédéric de Klerk à la tête du gouvernement. Le 15 octobre 1989, de Klerk libère 7 dirigeants de l'ANC, dont Walter Sisulu, qui ont chacun passé 25 ans en prison. En novembre, Nelson Mandela dit de Klerk qu'il est le plus sérieux et le plus honnête des leaders blancs avec qui il a pu négocier. De Klerk annonce la libération de Nelson Mandela le 2 février 1990 au cours d'un discours prononcé au Parlement. Le 2 février 1990, le président de Klerk annonce la levée de l'interdiction de l'ANC et de plusieurs autres organisations anti-apartheid, ainsi que la libération prochaine et sans condition de Nelson Mandela. Ce dernier est libéré le 11 février 1990 après 27 ans, 6 mois et 6 jours d'emprisonnement. L'événement est retransmis en direct dans le monde entier. Le jour de sa libération,
Nelson Mandela fait un discours depuis le balcon de l'hôtel de ville du Cap. Il y déclare son engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays, mais annonce clairement que la lutte armée de l'ANC n'est pas terminée. Nelson Mandela. Notre recours à la lutte armée en 1960 avec la formation de l'aile militaire de l'ANC était purement une action défensive contre la violence de l'apartheid. Les facteurs qui ont rendu nécessaire la lutte armée existent toujours aujourd'hui. Nous n'avons aucune option à part continuer. Nous espérons qu'un climat propice à une solution négociée existera bientôt, ce qui rendra inutile la lutte armée. Mandela dit aussi que son objectif principal est de donner à la majorité noire le droit de vote aussi bien aux élections nationales que locales. Il annonce également à la foule « Je suis là devant vous non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur du peuple ». Le 26 février 1990, il demande à ses partisans « Jetez dans la mer vos fusils, vos couteaux et vos machettes ». Afin de pacifier les relations entre l'ANC et le gouvernement, mais aussi la rivalité entre l'ANC et l'Inkatha Zulu qui a fait de nombreuses victimes. Nelson Mandela mène le parti lors des négociations sur l'élaboration d'une nouvelle constitution transitoire sud-africaine qui ont lieu entre mai 1990, accord de Groote-Schuur, et mars 1994. Le 6 août, Mandela confirme les accords avec de Klerk, et l'ANC proclame la fin de la lutte armée, Pretoria Minute. Les négociations entre les partis sont parfois tendues, comme lorsque, en 1991, Mandela qualifie de Klerk de « dirigeant d'un régime illégitime, discrédité et minoritaire ». Le 30 juin 1991, le Parlement sud-africain vote la suppression des dernières lois piliers de l'apartheid encore en vigueur, qu'étaient la loi sur la classification raciale et celle sur l'habitat séparé. En juillet 1991, Nelson Mandela est élu président de l'ANC à l'occasion de la première conférence nationale de l'ANC en Afrique du Sud, et Oliver Tambo, qui dirigeait l'ANC en exil depuis 1969, devient secrétaire national. Nelson Mandela fait alors un voyage à Cuba, lors duquel il rencontre Fidel Castro. Celui-ci dira de lui « Nelson Mandela est connu et de plus admiré et chéri par des millions innombrables de personnes dans le monde entier ». Fidel Castro lui rend aussi hommage durant la célébration du 26 juillet 1991, en sa présence. Si on veut avoir un exemple d'un homme absolument intègre, cet exemple est Mandela. Si on veut avoir un exemple d'un homme inébranlablement ferme, vaillant, héroïque, serein, intelligent, capable, cet exemple et cet homme est Mandela. Et je ne le pense pas, a ajouté le commandant en chef après l'avoir connu. Après avoir pu converser avec lui, après avoir eu le grand honneur de le recevoir dans notre pays, je le pense depuis beaucoup d'années, et je le reconnais comme l'un des symboles les plus extraordinaires de cette ère. Au début de 1992, des élections législatives partielles virent au désastre pour le Parti national, au bénéfice des candidats du Parti conservateur, favorables au maintien de l'apartheid. Le président de Klerk, qui avait fait de l'élection générale partielle de Potchefstroom un enjeu national, et qui avait été alors désavoué dans ce traditionnel bastion électoral du Parti national, organise alors un ultime référendum auprès de l'ensemble des électeurs blancs pour solliciter leur appui. Il obtient publiquement celui de Mandela, qui cherche par ailleurs à calmer les ardeurs et les impatiences des militants de l'ANC. Le 17 mars 1992, avec 68,7% de oui, de Klerk obtient sans ambiguïté le soutien de l'ensemble de la communauté blanche. Lors de son discours de victoire devant le Parlement du Cap, il déclare que les électeurs blancs ont eux-mêmes décidé de refermer définitivement le livre de l'apartheid. Les pourparlers s'arrêtent à la suite du massacre de Boipatong en juin 1992, où Mandela rompt les négociations et accuse le gouvernement de Klerk de complicité dans ces tueries. Les négociations reprennent cependant en septembre 1992 après le massacre de Bichot, les menaces de confrontation sanglantes démontrant qu'elles constituent la seule issue pour l'Afrique du Sud. Les efforts de Nelson Mandela et du président Frédéric de Klerk sont reconnus mondialement quand ils reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix en 1993 en hommage à l'Pries Soma. À leur travail pour l'élimination pacifique du régime de l'apartheid et pour l'établissement des fondations d'une Afrique du Sud nouvelle et démocratique. Pour le comité Nobel,
le régime de l'apartheid donnait un visage au racisme. Lors de la cérémonie de remise du prix, Nelson Mandela rend hommage à Frédéric de Klerk, qui a eu le courage d'admettre qu'un mal terrible avait été fait à notre pays et à notre peuple avec l'imposition du système de l'apartheid. Il demande également au gouvernement birman la libération du prix Nobel de la paix 1991 à Aung San Suu Kyi, comparant sa lutte à la sienne. Quand Chris Hani, un des dirigeants du MK et du Parti communiste sud-africain, est assassiné le 10 avril 1993 par un extrémiste blanc, Janus Wallush, avec la complicité de Clive Derby Lewis, député du Parti conservateur, on craint que le pays soit à nouveau plongé dans la violence. Nelson Mandela lance un appel au calme au pays par un discours considéré comme présidentiel bien qu'il n'ait pas encore été élu. Je m'adresse ce soir à tous les Sud-Africains, noirs et blancs, du fond de mon être. Un homme blanc, plein de préjugés et de haine, est venu dans notre pays et a accompli une action si ignoble que notre nation tout entière se situe au bord du précipice. Une femme blanche d'origine afrikaner a risqué sa vie pour que nous puissions reconnaître et traduire en justice cet assassin. Le meurtre de sang-froid de Chris Hani a créé un choc dans tout le pays et dans le monde. Il est maintenant temps pour tous les Sud-Africains de s'unir contre ceux, de n'importe quel camp, qui espèrent détruire ce pourquoi Chris Hani a donné sa vie. La liberté pour chacun d'entre nous. Bien que des émeutes aient lieu après l'assassinat, les négociateurs parviennent à un accord pour fixer les premières élections nationales non raciales du pays à la date du 27 avril 1994, correspondant à l'expiration normale du mandat présidentiel de Klerk, soit à peine plus d'un an après le meurtre de Chris Hani. Avant les élections, Nelson Mandela doit réussir à éviter un éclatement du pays et une guerre civile en négociant d'une part avec le général Constant Viljoen, chef du mouvement Afrikaner Volksfront, fédérant plusieurs organisations politiques conservatrices ou d'extrême droite, qui réclament la création d'un Volksstaat, c'est-à-dire un État ethniquement pur pour les Afrikaners, et considère Frédéric de Klerk comme un traître. D'autre part, avec le roi des Zoulous Goodwill Zwelithini Kabekuzulu, qui veut créer son propre État zoulou au Natal. Les discussions avec Constant Viljoen ont lieu grâce à son frère jumeau qui entretient d'anciennes relations avec l'ANC. La première rencontre a lieu entre Mandela et Jomo Dize, chef de Umkhonto we Sizwe d'une part, avec les dirigeants de l'AVF, Constant Viljoen et Thierry Gronewald, de l'autre. Pendant 3 mois et demi, plus de 20 réunions ont lieu entre l'ANC et l'AVF. Elles aboutissent à un protocole d'accord sur la constitution d'un groupe de travail bipartite pour examiner la possibilité de créer un Volksstaat, en contrepartie de quoi l'AVF s'engage à décourager toute action pouvant faire capoter la transition politique. Ce protocole est cependant dénoncé par une partie de l'extrême droite, mais aussi par le Parti national. C'est l'expédition militaire ratée au Bophuthatswana pour venir en aide à leur allié, le président Lucas Mangope, qui refuse de réintégrer le Bantoustan dans l'Afrique du Sud, qui convainc Viljoen de se désolidariser de ses alliés du Parti conservateur et surtout de l'extrémiste et très peu fiable mouvement de résistance afrikaner. Après avoir joué les intermédiaires entre le président F.W. de Klerk et Lucas Mangope, Constant Viljoen prend unilatéralement la décision d'inscrire, 10 minutes avant la clôture des inscriptions, son nouveau parti, le Front de la Liberté, pour participer aux élections du 27 avril. Voulant rassembler toutes les tendances d'une société divisée par l'apartheid, Mandela propose à Viljoen d'intégrer le gouvernement d'unité nationale. Nous devons prendre des décisions courageuses pour notre avenir. La participation aux élections est essentielle pour représenter notre peuple. La campagne pour persuader l'Inkatha de participer aux élections débouche de son côté sur une action commune du président sud-africain F.W. de Klerk et de Mandela, qui rencontre le 8 avril le roi Zwelithini et le prince Mangosuthu Buthelezi. Durant ces entretiens, Mandela propose notamment à Zwelithini de devenir le monarque constitutionnel du KwaZulu-Natal. Après 1h30 de discussion interne entre Buthelezi et Zwelithini, ce dernier refuse la proposition au prétexte que les demandes liées au roi ne peuvent être séparées de celles de l'Inkatha. L'échec des pourparlers amène le gouvernement à déclarer l'état d'urgence au Natal, tandis que l'ANC envisage une option militaire pour faire plier l'Inkatha. Après des perquisitions et d'importantes saisies d'armes et de munitions par l'armée dans les camps d'entraînement de l'Inkatha, Buthelezi réclame une médiation internationale que Mandela et F.W. de Klerk acceptent. Cette médiation est cependant ajournée du fait de la volonté de Buthelezi de modifier le calendrier électoral.
De son côté, le roi Goodwill Zwelithini envoie un émissaire auprès de Mandela pour l'informer qu'il est finalement prêt à accepter la proposition, mais aussi qu'il craint pour sa propre vie, faisant indirectement référence à Buthelezi. Finalement, après avoir consulté un vieil ami kenyan, le professeur Washington Okumu, Buthelezi accepte, 7 jours avant la date du scrutin, de participer aux élections. Selon Colette Breckman, et contrairement à la version des faits relatée par Alistair Sparks, c'est Mandela et lui seul qui aurait réussi à convaincre Buthelezi de participer aux élections en persuadant en 1 heure le roi des Zoulous, Goodwill Zwelithini, d'y participer, lui faisant comprendre que s'il suivait Buthelezi, il pourrait tout perdre. À la suite des premières élections générales multiraciales, largement remportées par l'ANC, en avril 1984, Nelson Mandela est élu président de la République d'Afrique du Sud. Lors d'un discours le 2 mai, il prononce le « Free at last, enfin libre » de Martin Luther King. Free at last, enfin libre. Nelson Mandela prête serment aux Union Buildings de Pretoria le 10 mai 1994 devant une grande partie des responsables politiques internationaux, d'Al Gore à Fidel Castro. Il préside au premier gouvernement non racial du pays, en l'occurrence un gouvernement d'unité nationale entre l'ANC, le Parti national et le Parti Zulu Inkatha Freedom Party. Ces 2 vice-présidents sont alors Thabo Mbeki et Frédéric de Klerk. Dans son discours d'investiture, Mandela célèbre la fin de l'apartheid dont doit naître une société dont toute l'humanité sera fière, le retour de l'Afrique du Sud dans la communauté internationale et l'amour commun du pays et l'égalité raciale seront le ciment de la nouvelle nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. Il évoque les défis de son mandat que sont la lutte contre la pauvreté, les discriminations et qu'il n'y a pas de voie facile vers la liberté. La date du 27 avril devient un jour férié en Afrique du Sud, le jour de la liberté. Il n'y a pas de voie facile vers la liberté. À partir de 1996, Mandela laisse à Thabo Mbeki la gestion quotidienne du pays et en décembre 1997, il quitte la présidence de l'ANC, ce qui permet une passation des pouvoirs en douceur et contribue à la stabilité politique du pays et à conserver sa bonne image au niveau international. Quand Nelson Mandela quitte le pouvoir peu avant ses 81 ans à la date symbolique des émeutes de Soweto, il laisse l'image d'un grand résistant et d'un grand chef d'État, notamment pour sa capacité à pardonner. Il laisse une démocratie solide, mais de grands problèmes à résoudre, héritage des abus et négligence du régime de l'apartheid. Son successeur hérite de l'économie la plus puissante d'Afrique, mais stagnante, et avec d'énormes inégalités entre blancs et noirs, souvent peu éduqués, et un taux de chômage de 40%. Il est l'unique personnalité politique mondiale contemporaine à avoir reçu un hommage aussi unanime, et autant de respect et d'affection. Conformément aux négociations de la période de transition, une commission de la vérité et de la réconciliation, présidée par l'archevêque anglican et prix Nobel de la paix Desmond Tutu, est créée pour recueillir le récit des exactions et des crimes commis sous l'apartheid par le gouvernement, les forces de sécurité, mais également par les mouvements de libération comme l'ANC. Pour Desmond Tutu, sans pardon, il n'y a pas d'avenir, mais sans confession, il ne peut y avoir de pardon. L'objectif affiché est que, dans une sorte de catharsis, les personnes et communautés, blessées par les événements passés du pays, se voient ainsi offrir la possibilité de confronter différentes lectures du passé pour mieux tourner une page historique douloureuse. Les coupables de violence sont encouragés à se confesser, une amnistie étant offerte en cas d'aveu. En l'absence de confession ou de refus de se présenter devant la commission, des poursuites judiciaires peuvent être engagées si les autorités ont suffisamment de preuves pour engager une procédure. Sur le plan judiciaire, la peine de mort, dont l'application était suspendue, est abolie par le Parlement. Si des policiers, des soldats, mais aussi des militants anti-apartheid ou des citoyens ordinaires confessent des crimes, peu de responsables de haut niveau comparaissent devant la commission. L'ancien ministre de la Loi et de l'Ordre Adrian Vlok accepte certes de comparaître et de se repentir. Mais l'ancien président Pieter Willem Botha et le vice-président Thabo Mbeki refusent. Pour montrer l'exemple, Nelson Mandela détaille les exactions de l'ANC, notamment en Angola dans les années 1970. Il admet par la suite que, dans sa lutte contre l'apartheid, l'ANC avait aussi violé les droits de l'homme. Il est d'ailleurs critique vis-à-vis de ceux de son propre parti qui essaient de supprimer des éléments des rapports de la commission allant dans ce sens. Le processus de la commission Vérité et Réconciliation
a parfois laissé un goût amer pour les 20 000 victimes de l'apartheid ayant témoigné. Des inculpés comme Wouter Basson, surnommé Docteur la Mort, étant acquittés, et le versement des indemnisations prenant des années. Malgré cela, la commission Vérité et Réconciliation et la méthode Mandela de dialogue sans exclusion font école en Afrique. Prônant la réconciliation nationale, Mandela se rend à Orania pour rencontrer la veuve d'Hendrik Verwoerd et organise une tea party à Pretoria, réunissant les épouses des anciens premiers ministres et présidents du pays avec les épouses des anciens prisonniers de Robben Island. Mandela encourage les Sud-Africains noirs à soutenir l'équipe de rugby des Springboks lors de la Coupe du monde de rugby 1995 qui a lieu dans le pays. Après la victoire, Mandela présente le trophée au capitaine de l'équipe François Pienaar, un Afrikaner. Mandela porte le maillot avec le numéro de Pienaar et l'événement est vu comme un symbole de la réconciliation entre les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud. Des critiques ont été émises au sein de l'ANC pour sa politique de pardon et de réconciliation envers les Blancs sud-africains. Son soutien des Springboks a été à peine toléré par certains de ses partisans noirs, tout comme sa visite dans le village afrikaner ultra-conservateur d'Orania, où les Noirs ne sont pas admis d'habiter, pour visiter la veuve du créateur des lois les plus injustes de l'apartheid. De leur côté, les Afrikaners de ce village voyaient dans la réconciliation une façon d'éliminer la culture des Boers. Nelson Mandela ne manque jamais de saluer les pays qui ont soutenu la lutte contre l'apartheid, comme la Jamaïria arabe libyenne du colonel Kadhafi, qu'il qualifie de leader moral ou frère leader, et auquel il décerne l'ordre de Bonne-Espérance en 1997, la plus haute distinction du pays. À l'intention de ceux qui désapprouvent ces visites, comme le département d'État américain, il réplique qu'ils n'ont pas de morale, et que cet homme les a aidés en un temps où nous étions seuls, quand ceux qui disent que nous ne devrions pas être ici aidèrent l'ennemi. C'est au colonel libyen que Nelson Mandela avait accordé sa première visite à l'étranger d'homme libre en mai 1990, et c'est à lui en premier qu'il rendit visite une fois élu en 1994. Le colonel Kadhafi sera le dernier chef d'État qu'il recevra en visite officielle à la fin de sa présidence en 1999. Auprès de Kadhafi, le président Mandela intervient plus particulièrement pour régler le procès de 2 Libyens, accusés par les États-Unis et le Royaume-Uni de l'attentat de Lockerbie, qui avait fait 270 victimes en 1988. Mandela est choisi par les gouvernements américains, anglais et saoudiens. Dès 1992, Mandela propose de manière informelle au président George H.W. Bush de juger les Libyens dans un pays tiers. Bush accepte la proposition, ainsi que le président français François Mitterrand et le roi Juan Carlos Ier d'Espagne. En novembre 1994, 6 mois après son élection, Mandela propose que l'Afrique du Sud soit le pays qui héberge le procès, mais le Premier ministre britannique John Major rejette l'idée, disant que son gouvernement n'a pas confiance en une cour de justice étrangère. Mandela renouvelle son offre à Tony Blair en 1997. La même année, à la conférence des responsables des chefs de gouvernement du Commonwealth à Édimbourg, Mandela avertit que aucune nation ne devrait être à la fois plaignante, procureur et juge. Un compromis est trouvé pour un procès aux Pays-Bas, et le président Mandela commence les négociations avec le colonel Kadhafi pour la remise des 2 accusés, Megrahi et Fima, en avril 1999. Le 31 janvier 2001, Fima est acquitté, mais Megrahi est jugé coupable et condamné à 27 ans de prison. Nelson Mandela lui rend visite en juin 2002 visite, à la suite de laquelle il dénonce ses conditions d'emprisonnement en isolement total. Megrahi est ensuite transféré dans une autre prison et n'est plus soumis à une incarcération en isolement. Sa politique n'a jamais été remise en cause par l'ANC. Cette réconciliation est considérée par la communauté internationale comme un succès qui a permis d'éviter une guerre civile entre blancs et noirs. Nelson Mandela se consacre d'abord à la réconciliation et à la création d'une nouvelle identité nationale sud-africaine, laissant la responsabilité de l'économie à un ministre et un gouverneur de la Banque centrale blanc, avant d'en charger Thabo Mbeki. Le gouvernement d'union nationale lance, dès 1994, le programme de reconstruction et de développement, RDP, pour combattre les conséquences socio-économiques de l'apartheid, comme la pauvreté et le grand manque de services sociaux, des problèmes qui requièrent, selon le gouvernement, un environnement macroéconomique plus fort.
L'amplitude du programme est comparée à celle du New Deal, mis en place par le gouvernement américain lors de la Grande Dépression, et il est soutenu par tous les partis politiques. La politique de l'offre de logement est le point le plus important de cette relance de l'économie de l'Afrique du Sud par les proches de Nelson Mandela, en créant un socle plus solide pour les entreprises et les ménages. Entre 1984 et début 2001, selon le gouvernement sud-africain, plus d'1,1 million maisons à bas coût pouvant bénéficier de l'aide gouvernementale ont été construites, accueillant 5 millions de Sud-Africains sur les 12,5 millions de mal logés. Entre 1984 et 2000, 4,9 millions personnes, pour la plupart habitant les anciens homelands, bénéficient d'un accès à l'eau potable et 1,750 million foyers sont raccordés au réseau électrique, la proportion de foyers ruraux avec l'électricité passant de 12 à 42%. En 1999, 39 000 familles ayant bénéficié de la réforme agraire se partagent 3 550 km². Selon le gouvernement, en 4 ans, 250 000 personnes ont reçu des terres. D'avril 1994 à fin 1998, 500 nouvelles cliniques donnent un accès aux soins à 5 millions de personnes. À partir de 1998, un programme de vaccination contre la poliomyélite hépatite immunise 8 millions d'enfants en 2 ans. La construction de routes, d'égouts ou de réservoirs donne du travail à 240 000 personnes pendant 5 ans. Le RDP est cependant critiqué pour la faible qualité des maisons construites, dont 30% ne respectent pas les normes. Un approvisionnement en eau dépendant beaucoup des rivières et des barrages, et dont la gratuité pour les ruraux pauvres est coûteuse. À peine 1% des terres envisagées par la réforme agraire a été effectivement distribuée. En 1995, la Constitution transitoire de 1993, élaborée pendant les négociations pour mettre fin à la domination politique blanche, est remplacée par une nouvelle constitution, adoptée au Parlement, par la quasi-unanimité des députés de l'ANC et du Parti national. Peu de temps après, le 30 juin 1996, les ministres du Parti national quittent le gouvernement d'union nationale pour entrer dans l'opposition. Des lois établissent la discrimination positive destinée à favoriser l'intégration économique des Noirs. Nelson Mandela est affectueusement surnommé Madiba par les Sud-Africains, son nom du clan Xhosa. Après avoir été élu président, une des caractéristiques de Mandela est l'utilisation de chemises en batik, connues sous le nom de chemise Madiba, même lors d'événements officiels, ce qui influence la mode du pays. Nelson Mandela publie son autobiographie Long Walk to Freedom en 1994, qui sera traduite en français l'année suivante, où il raconte son enfance, son engagement politique, ses longues années de prison et son accession au pouvoir. En 1994, la diplomatie sud-africaine, très marquée par le long règne de Pik Botha et principalement tournée vers le monde occidental, l'Afrique australe et Taïwan, se découvre un nouveau périmètre à vocation planétaire. La nouvelle politique étrangère mise en œuvre est avant tout celle de Nelson Mandela, de Thabo Mbeki et d'Aziz Pahad, le nouveau ministre délégué aux Affaires étrangères. Dans les premiers temps, la politique africaine de Pretoria est hésitante et souffre d'un déficit en expertise lié au départ de nombreux diplomates, contribuant à l'échec de plusieurs médiations sud-africaines tentées en Afrique. Cependant, grâce aux premières élections démocratiques de l'après-apartheid, l'Afrique du Sud passe de l'isolement diplomatique le plus complet à un statut d'exemple moral pour la communauté internationale. Dès le début de sa présidence, Nelson Mandela est sollicité pour arbitrer plusieurs conflits africains, bien qu'il souhaite tenir son pays à l'écart des conflits régionaux. Il accepte cependant d'être le médiateur de plusieurs négociations de paix, notamment dans l'Afrique des Grands Lacs, au Zaïre et au Rwanda, et aussi en Angola, mais les résultats de ces interventions sont mitigés. Après la victoire des forces de Laurent Désiré Kabila au Zaïre, il assure le nouveau régime de son soutien sans faille, allant même parler de soi-disant massacre de réfugiés rwandais au Congo. Mais il s'agit surtout à la fois d'éviter un éclatement du pays et de ses éventuelles conséquences sur l'Angola voisine, mais également de protéger les intérêts de la De Beers. D'autres médiations de Nelson Mandela ont lieu au Timor oriental en 1997 et au Soudan sans produire les effets escomptés. Dans la première opération militaire post-apartheid, Mandela envoie les troupes sud-africaines intervenir au Lesotho en septembre 1998.
pour protéger le gouvernement du Premier ministre Pakalita Mosisili. La loyauté indéfectible que Mandela démontre pour ceux qui avaient aidé l'ANC lors de sa lutte contre l'apartheid, la décoration de l'Ordre de Bonne Espérance, était un moyen de montrer que l'Afrique du Sud avait une diplomatie qui n'excluait aucun État, mais surtout une tactique politique de Mandela, afin de gagner la confiance de Kadhafi et d'obtenir de lui de commencer les négociations avec la communauté internationale, afin de résoudre le conflit lié à l'attentat et lever les sanctions internationales contre la Libye. Comme il s'y était engagé lors de son élection, Nelson Mandela, qui était le plus vieux président, élu à l'âge de 75 ans, n'est pas candidat à un second mandat en 1999. Il se met en retrait de la vie politique, laissant la présidence de la République à Thabo Mbeki après la victoire de l'ANC, avec 66,35% des suffrages aux élections générales, en progression de 4% par rapport au score de l'ANC en 1994. Tandis que le Parti démocratique supplante le nouveau Parti national. Sa retraite n'est cependant pas inactive, il participe à de nombreuses œuvres caritatives et prend position sur de nombreux sujets liés à l'actualité nationale et internationale. Mandela devient le porte-parole de nombreuses organisations d'aide sociale ou de défense des droits de l'homme. Il soutient le mouvement international Make Poverty History, duquel fait partie la campagne One. Le tournoi de golf de charité, Nelson Mandela, soutenu par Gary Player, a rapporté plus de 21 millions de rands pour l'aide à l'enfance depuis sa création en 2000. Mandela soutient également SOS Village d'enfants, la plus grande organisation mondiale dévolue à l'éducation des enfants orphelins ou abandonnés. Il est intervenu personnellement et avec succès pour que son pays soit désigné en 2004 pays organisateurs de la Coupe du monde de football de 2010. Initialement prévu à la cérémonie d'ouverture, il n'y assiste pas, endeuillé par la mort de son arrière-petite-fille Zenani. Il fait en revanche une courte apparition à la cérémonie de clôture le 11 juillet 2010. Nelson Mandela devient médiateur au Burundi en février 2000, où il remplace le président tanzanien Julius Nyerere, mort peu avant, et qui avait commencé les négociations en 1998. La guerre civile et le génocide au Burundi avaient fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Les accords de paix sont signés en août 2000, mais Mandela refuse ensuite d'être médiateur au Kosovo et en République démocratique du Congo, mettant en avant son âge avancé face au poids de négociations extrêmement fatigantes. En novembre 2001, Nelson Mandela avait présenté ses condoléances à la suite des attentats du 11 septembre et soutenu les opérations en Afghanistan. En juillet 2002, le président George W. Bush l'avait décoré de la médaille présidentielle de la liberté, l'appelant l'homme d'État le plus révéré de notre temps. Mais en 2002 et 2003, il critique la politique étrangère du président Bush dans plusieurs discours. En janvier 2003, dans un discours prononcé à l'International Women's Forum, Mandela s'oppose fermement à l'attaque des États-Unis et de leurs alliés contre l'Irak, déclenchant la guerre du même nom sans l'aval des Nations Unies. Il accuse le président George W. Bush de vouloir plonger le monde dans l'Holocauste, l'accusant d'arrogance et de manque de vision et d'intelligence. Il pense que cette action va diminuer l'influence des Nations Unies, soulignant que lui-même aurait soutenu une action contre l'Irak si cela avait été demandé par les Nations Unies et encouragé le peuple américain à manifester contre la guerre et les pays dotés d'un droit de veto au Conseil de sécurité à l'utiliser. Nelson Mandela accuse Bush d'aller en Irak seulement pour le pétrole et insinue que la politique de George W. Bush et de Tony Blair, alors Premier ministre britannique, ignore les recommandations du secrétaire général Kofi Annan et sont motivées par le racisme. Il attaque les États-Unis sur leur passé de violation des droits de l'homme et pour les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale. S'il y a un pays dans le monde qui a commis des atrocités indescriptibles, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils s'en fichent. En juillet 2001, Nelson Mandela est soigné par radiothérapie pendant 7 semaines pour un cancer de la prostate. À l'âge de 85 ans, en juin 2004, Mandela annonce qu'il se retire de la vie publique. Sa santé décline et il veut passer plus de temps avec sa famille. Il dit qu'il ne veut pas se cacher du public, mais qu'il veut être dans la posture de vous appeler pour demander si je suis le bienvenu, plutôt que d'être appelé pour intervenir ou participer à des événements. Ma demande est donc, ne m'appelez pas, je vous appellerai. À mesure que les années passent, Nelson Mandela prend de moins en moins position sur les problèmes internationaux et nationaux.
Le 90e anniversaire de Nelson Mandela, le 18 juillet 2008, est célébré dans tout le pays avec un concert hommage à Hyde Park dans le cadre de la série de concerts 406 au 6664, dont le nom vient du numéro de prisonnier de Mandela. Dans son discours d'anniversaire, Mandela demande aux personnes riches d'aider les pauvres du monde entier. En juillet 2010, il effectue sa dernière apparition publique lors de la finale de la Coupe du monde de football. Des journalistes en 2011 indiquent qu'il est atteint de démence liée à son âge. En juin 2013, souffrant d'infections pulmonaires récidivantes, probable séquelle d'une tuberculose contractée lors des 27 années passées en prison, Nelson Mandela est placé sous assistance respiratoire entre la vie et la mort. Son état s'étant légèrement amélioré, il est néanmoins ramené à son domicile dans un état critique en septembre de cette même année. Le président sud-africain Jacob Zuma annonce sa mort le 5 décembre 2013 à 22h45 lors d'une allocution solennelle. Le chef d'État précise que Mandela est mort paisiblement dans sa maison à l'âge de 95 ans, entouré des siens. Jacob Zuma a également annoncé l'organisation de funérailles nationales, demandant la mise en berne des drapeaux sud-africains à partir du 6 décembre jusqu'après ses funérailles. L'ensemble de la communauté internationale s'émeut de la nouvelle. De nombreuses personnalités, dont le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, rendent hommage de façon unanime à Mandela pour les combats qu'il a menés tout au long de sa vie. 53 pays ont déclaré au moins un jour de deuil national.